Chers amis, bonsoir. Je suis personnellement heureux de retrouver Édouard Husson parmi nous. Il a été notre invité plusieurs fois au Mercredi de Zanard, au nom de la rue des Petits Champs, et il nous a quasiment tout appris sur l'Allemagne contemporaine grâce à ses conférences et grâce à ses livres. Il revient sans livre, en tout cas pas encore, mais à une époque charnière, puisque il est question de la formation d'un gouvernement en Allemagne depuis 120 jours déjà. Donc il y a lieu de se préoccuper de ce pays voisin. Je vais lui passer la parole et ensuite, après son exposé, s'il le veut bien, il répondra à nos questions. Édouard, vous avez la parole. Bien volontiers. Merci Bertrand. Je suis très, très heureux d'être ici. C'est vrai que ça fait un petit moment que nous ne nous sommes pas vus. Et ça tombe bien parce que je suis en train de rédiger un livre. J'essaye de faire un état des lieux, l'Allemagne en 2018. Où en est-on ? Finalement, on va bientôt fêter le 30e anniversaire de la réunification dans 2 ans. Donc ça va être passionnant. Alors c'est d'autant plus intéressant d'écrire en ce moment, de réfléchir, débattre avec vous ce soir, que il se passe quelque chose d'absolument stupéfiant si l'on veut. Effectivement, l'Allemagne, ce pays qu'on nous donne depuis des décennies comme le modèle, celui qu'il faudrait suivre en tout, dans tous les domaines, je veux dire, eh bien, l'Allemagne n'a pas de gouvernement depuis 120 jours. Les élections ont eu lieu. Cette très solide chancelière, Angela Merkel, que l'on disait inamovible, en fait, depuis bientôt 4 mois, se bat pour sa survie politique. Il est probable, pas sûr, il y a un premier vote important dimanche, il est probable qu'elle soit reconduite à la tête du gouvernement, d'une grande coalition renouvelée, enfin pas très renouvelée justement, j'y reviendrai tout à l'heure. Et en même temps, je vais avoir l'occasion de vous expliquer ce soir que c'est très fragile. En fait, l'une des thèses que je vais défendre ce soir, c'est que l'Allemagne est politiquement en train de s'affaiblir, de se diviser, et on va se demander après quelles sont les conséquences à en tirer d'un point de vue français, puisque nous sommes confrontés au paradoxe d'un très jeune président qui a de très vieilles idées et qui, effectivement, suivant les traces de ses prédécesseurs, pense qu'il n'y a pas d'autre horizon que la relation franco-allemande et qui a beaucoup misé sur Madame Merkel. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous le dire tout à l'heure, le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron est très présent dans le préaccord, dans l'accord préliminaire de gouvernement que la CDU, la CSU et le SPD ont signé. En même temps, il y a le paradoxe que soit tout ça pourrait faire pchit, comme disait un des prédécesseurs d'Emmanuel Macron, ou bien pourrait tout simplement s'avérer quelque chose de peu dynamique, parce que, comme je vais vous le montrer, l'Allemagne est condamnée à s'affaiblir politiquement, et ce n'est pas du tout un drame, au contraire. Je pense que nous sommes au bout d'un cycle qui est la normalisation, en fait, la normalisation de l'Allemagne. On y arrive enfin. Alors, prenons d'abord le résultat des élections. Les élections ont eu lieu fin septembre. Je vous rappelle en gros les résultats. Les chrétiens démocrates, aidés des chrétiens sociaux bavarois, ont obtenu environ 33% des suffrages. Grosse surprise pour qui n'avait pas suivi de près les sondages et les tendances profondes. Le SPD, autre parti du gouvernement, est tombé à 20%. Ce qui est un point bas historique. Il faut se rappeler, c'est quand même le parti de Willy Brandt. Et le SPD, c'est le parti qui, historiquement, a fait l'unité politique du Reich de Bismarck, paradoxalement. L'adhésion au Reich de Bismarck, qui est faible,
dans les années 1870, elle augmente au fur et à mesure que le SPD augmente en suffrage et mobilise les ouvriers dans une phase d'industrialisation très forte de l'Allemagne. Et je vous rappelle qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, le SPD est le premier parti d'Allemagne. Je vous rappelle aussi que le plus beau score historiquement atteint par un parti de la République fédérale d'Allemagne, ce sont les 45% avec 90% de participation, 90% de participation de Willy Brandt en 1972. Aujourd'hui, on est à 20% pour le SPD, avec 73-74%. Donc, vous voyez le chemin parcouru vers le déclin. Enfin, il y a eu ce qui n'était une surprise que pour ceux, là encore, qui ne suivaient pas les sondages de près, il y a eu un score assez fort de l'Alternative pour l'Allemagne, Alternative für Deutschland, le parti qu'on qualifiera de populiste en allant un peu vite, conservateur populiste. Je peux revenir tout à l'heure si ça vous intéresse pendant le débat sur son histoire, sur son évolution, qui à lui seul obtient 90 députés. 90 députés, c'est considérable, et surtout ça empêche la CDU et la CSU de faire une coalition avec le Parti libéral, ce qui aurait été le mouvement le plus naturel. Alors je voudrais effectivement qu'on s'interroge sur d'abord cet éclatement politique de l'Allemagne. Et on va regarder d'abord la carte de l'Alternative pour l'Allemagne. Bon, j'aurais peut-être dû amener d'ailleurs des schémas. Cette carte est extrêmement intéressante parce qu'au fond, elle ne correspond pas à ce que certains commentateurs ont cherché à établir, c'est-à-dire est-ce que c'était la résurgence d'un fascisme allemand. Non, je prends un exemple très simple. Le Schleswig-Holstein, qui est une région où les nazis obtiennent leur meilleur score avant 1933, lors des élections de 1932 en fait, eh bien, ce parti-là a voté seulement à 7% pour l'AfD. Vous observez en fait une carte qui est plutôt une carte nord-sud, avec un assez fort gradient est-ouest, puisque la région où l'on a le plus voté pour l'AfD, c'est la Saxe. On a beaucoup voté pour l'AfD dans l'ancienne Allemagne de l'Est. On y a aussi relativement beaucoup voté en Bavière, et le score est encore assez impressionnant, aux alentours de 10% dans le Bade-Württemberg. On a peu voté dans l'Allemagne du Nord-Ouest, on a moins voté en tout cas. Le point bas est atteint à Münster, où il est de 3,4%. Donc on a au fond une carte qui d'une part montre de forts clivages politiques, montre une existence quasi autonome de l'ancienne Allemagne de l'Est, l'ancienne RDA, mais aussi une carte qui correspond en gros aux trajets par lesquels sont arrivés massivement les réfugiés lors des 2 à 3 dernières années. Ensuite, j'ai essayé de regarder s'il y avait une corrélation avec le nombre de réfugiés migrants installés qui est proportionnel à la population et à la richesse du land concerné. Et en fait, non, dans la mesure où la Rhénanie du Nord-Westphalie, qui est le pays qui a le plus fort taux le plus fort nombre de migrants accueillis, n'a pas voté, a moins voté que la Bavière, par exemple, et a fortiori que la Saxe, pour l'AfD. Donc on a là très clairement une Allemagne de l'Ouest qui vote plutôt SPD et pour les Verts, et qui donc a tempéré le vote pour l'AfD. Le résultat, c'est que l'Allemagne est devenue ingouvernable. La vérité, c'est ça. Il faut le dire, sans agressivité.
On peut peut-être s'en réjouir d'ailleurs quand on a craint une Allemagne trop puissante ou un quatrième Reich après la réunification. Mais de fait, Madame Merkel est une chancelière faible. La raison pour laquelle sans doute va aboutir un accord entre la CDU, la CSU et le SPD, c'est que les grands partis ont très peur d'une nouvelle élection. Les sondages qui circulent actuellement disent que le SPD tomberait à 18% et que l'AfD monterait à 14, peut-être 15%. Vous imaginez 3 points d'écart seulement entre le SPD et un parti conservateur populiste. Donc tout ça montre un fort éclatement avec peu d'éléments d'alternative. Vous savez qu'il y a eu une tentative de constitution d'un gouvernement dit jamaïcain, c'est selon les couleurs du drapeau jamaïcain, c'est-à-dire noir, vert et jaune, c'est-à-dire les libéraux, les écologistes et les chrétiens démocrates, chrétiens sociaux, et les négociations pour un accord préliminaire qui ont duré plusieurs semaines ont échoué, du fait du pari politique du chef du Parti libéral, Christian Lindner, qui a pensé qu'il avait plutôt intérêt à miser dans tous les cas sur l'étiolement de la CDU-CSU, même en cas de grande coalition, et donc la possibilité pour lui de rebattre les cartes à droite, peut-être même d'aspirer à lui une partie des électeurs de l'AfD pour constituer à l'issue des prochaines élections une coalition avec les chrétiens démocrates. On remarque en même temps que c'est un pari pour le FDP, et on n'a pas de certitude, ni le FDP ni les Verts n'ont la possibilité à eux seuls d'être les faiseurs de roi. Tout ça pour dire qu'on a deux tendances. La première, c'est le déclencheur de la crise politique actuelle. Le déclencheur de la crise politique actuelle, c'est la décision solitaire prise par Angela Merkel la journée du 4 septembre, au terme de la journée du 4 septembre 2015, sans interroger la base de son parti, sans interroger sérieusement le partenaire de la CSU, sans se concerter avec qui que ce soit, la chancelière a fait un pari, le pari d'une ouverture totale des frontières aux réfugiés, migrants, et elle a tellement ouvert les frontières que on estime que sont entrés environ 1 500 000 réfugiés, comme il y en a qui sont repartis depuis, qui n'ont pas obtenu le droit d'asile ou un permis de travail. Eh bien, on est à peu près à 1 million de migrants réfugiés qui se sont installés sur le territoire de l'ancienne République fédérale. Il faut se rappeler le climat au dernier trimestre 2015. Le premier mouvement de la société allemande est un mouvement plutôt positif. C'est plutôt un mouvement d'accueil, un mouvement généreux, une réaction pas très politique, très morale, consistant à suivre la chancelière quand elle dit « Wir schaffen das », nous allons y arriver. Et puis, petit à petit, le principe de réalité l'emporte. D'abord, les autorités frontalières et la police sont absolument débordées. Ensuite, les communes et les régions, les Länder qui doivent accueillir les réfugiés n'ont pas les moyens, et le Bund, la fédération, ne met pas les moyens à leur disposition. Et puis, petit à petit, il y a des difficultés, il y a des frottements, il y a des désillusions. Il y a aussi des épisodes qui sont camouflés par les médias, comme vous savez qu'on a mis plusieurs semaines avant d'apprendre, on pouvait le savoir par les réseaux sociaux, mais on a mis plusieurs semaines avant d'apprendre qu'il y avait eu beaucoup d'agressions contre des femmes lors de la nuit de la Saint-Sylvestre au début de l'année 2016. Vous observez à partir de là un lent déclin de la popularité d'Angela Merkel, et vous observez surtout une perte de substance politique avec des images qu'on n'a pas beaucoup commentées, pas beaucoup remarquées, mais lors de l'attentat à Berlin au mois de décembre 2016, moi, j'avais été très frappé à l'époque de voir qu'Angela Merkel, qui
souvent parle de façon un peu creuse, mais qui dit des choses, là, elle ne savait pas quoi dire face aux caméras. Elle était prise totalement, elle était totalement désemparée. Et les Allemands, au fond, l'ont senti. Les Allemands, au fond, l'ont senti. Elle a été largement lâchée par l'électorat bavarois, qui s'est plutôt tourné vers l'AfD. Et les Allemands qui ont voté pour elle ont souvent, vous savez qu'en Allemagne, on met 2 bulletins dans l'urne. On met un bulletin nominal pour un député local et on met un bulletin de liste puisqu'il y a une part proportionnelle du scrutin. Et souvent, les Allemands ont voté pour leur député chrétien-démocrate quand ils le connaissaient, mais ils ont mis un bulletin pour le Parti libéral en même temps dans l'urne, parce qu'ils ne voulaient pas voter pour Angela Merkel. Et donc, on observe un affaiblissement réel, une chancelière qui simplement profite du fait qu'elle n'a personne qui puisse la défier. Gerhard Schröder est retiré de la vie politique. Christian Lindner au Parti libéral est trop jeune. Horst Seehofer, le ministre-président de Bavière, s'est révélé très velléitaire, alors même qu'il avait critiqué la politique d'accueil des réfugiés. Et donc la chancelière va sans doute être reconduite par défaut. Plus profondément, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on s'arrête un petit moment, plus profondément, il y a des tendances profondes, des tendances qui ressemblent à ce que d'autres pays d'Europe ont connu depuis une trentaine d'années. Je crois que la dernière fois que j'étais venu parler devant votre groupe, j'avais défendu la thèse que l'Allemagne connaissait une crise politique avec 20 ans de retard sur la France, si on regardait. Effectivement, vous voyez une érosion très profonde des partis politiques, des principaux partis politiques, pas simplement la CDU et le SPD, mais aussi les Verts et les libéraux. En fait, on a beaucoup regardé le score de 33% de la CDU, mais il faut se rappeler qu'aux élections de 2009, Madame Merkel a fait un score qui était à peu près le même, de 33%, alors qu'elle avait fait 35% en 2005. Il faut se rappeler que sous Helmut Kohl, les chrétiens-démocrates étaient à 40%, entre 40 et 45%. Selon les occasions. Le SPD, sous Gerhard Schröder, était encore à 38%, 35-38%, 40% même lors des élections de 2002. Donc on a une profonde érosion. Cette érosion, elle est liée d'une part aux séquelles de la réunification. Au fond, la réunification, c'est un peu tabou, on ne l'a jamais voulu le dire en France, parce que l'Allemagne est tellement extraordinaire. La réunification s'est mal passée, elle a été mal menée. Elle a été menée avec une mauvaise politique monétaire. Elle a finalement été menée de manière très agressive par les Allemands de l'Ouest, qui n'ont pas su garder ce qui pouvait être gardé de l'Allemagne de l'Est. Et on observe un fort taux d'abstention à l'Est de l'Allemagne. On observe plus généralement le scepticisme donc il y a 28 ans, on observe le scepticisme de toute une génération d'Allemands qui est venue à l'Ouest, d'Allemands de l'Est, qui est venue à l'Ouest faire carrière, et qui, d'une certaine manière, s'est désintéressé de la politique, ne s'est pas engagé. Deuxième facteur extrêmement fort, l'Allemagne aussi est rejointe est atteinte par la montée des inégalités. Et on observe que la base des grands partis chrétien-démocrate, le parti social-démocrate, s'est énormément effrité. Ils ont perdu dans les classes moyennes inférieures. En 2013, il y avait eu 30% d'abstention. Et un certain nombre de gens n'étaient pas allés voter, parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans les grands partis. Les Verts sont le parti des bobos,
le FDP et le Parti des entrepreneurs. Il y a deux grands partis qu'on appelait les Volksparteien, les partis à forte assise populaire, le CDU, CSU et le SPD, mais l'assise de ces partis se réduit en particulier du fait de la montée des inégalités et de la fragilisation des classes moyennes. En gros, qu'a fait Madame Merkel pour se maintenir au pouvoir depuis une dizaine d'années? Elle a déplacé le centre de gravité de son parti vers le centre-gauche. Ce qui fait qu'elle a pris de l'électorat au SPD, et pendant tout un temps, elle n'en a pas trop perdu à droite. Ce qui s'est passé là, c'est que du fait de sa décision sur les migrants, elle a perdu, pour la première fois, elle a largement perdu à droite. Et donc, elle garde quand même une assez forte assise au centre et au centre-gauche, et elle profite du fait qu'une partie des classes moyennes qui pourraient voter SPD ou Vert vote pour elle. Donc ça, c'est un phénomène qui est extrêmement puissant et qui est largement dû à la montée des inégalités. Le troisième facteur qu'il faut souligner, c'est le fait que, au fond, depuis 10 ans, l'Allemagne, depuis 15 ans même, l'Allemagne s'est profondément dépolitisée. Au fond, entre 2005 et 2015, les Allemands étaient heureux, pour beaucoup d'entre eux. Ils avaient le sentiment que, ça y est, ils avaient enfin vaincu cette malédiction qui s'appelle l'histoire. L'histoire, c'était fini. L'histoire s'était arrêtée. L'Europe était organisée, l'euro existait. On pouvait faire des affaires, on pouvait lire de la littérature, on pouvait faire de la musique. Et finalement, le vieux rêve de la philosophie allemande, mettre fin à l'histoire, après beaucoup de soubresauts, était réalisé. Et on ne peut pas imaginer meilleure incarnation de ça qu'Angela Merkel. Angela Merkel, on ne peut pas imaginer plus anti-historique, plus anti-charismatique. C'est une femme dont tous les connaisseurs de l'ancienne RDA vous disent que c'est absolument fascinant parce que ses discours sont des discours de quelqu'un qui a grandi en RDA. Elle parle comme une femme politique de RDA. Elle ne dit rien, elle en dit le moins possible, elle ne dit rien sur elle-même. Et par exemple, elle a une langue de bois extrêmement éprouvée. Il n'y a plus de citoyens en Allemagne. Il n'y a plus que les gens dans notre pays, die Menschen in unserem Land. Et on pourrait multiplier les exemples de ce type. Et je crois qu'il faut se rendre compte qu'entre 2005 et 2015, la société allemande, en tout cas classe moyenne et les classes supérieures, ont vécu dans une espèce de rêve. Finalement, l'histoire était finie, l'Allemagne avait réalisé son destin, et elle avait entraîné l'Europe d'ailleurs du bon côté, à savoir être une espèce de grande Suisse au milieu de l'Europe, une Suisse de 80 millions d'habitants, où on fait ses affaires en paix, où on vit en paix, où on n'a pas trop de charges militaires, et où finalement tout allait pour le mieux, d'autant plus que Barack Obama était président des États-Unis, ce consensus occidental, libéral, multiculturel. La France n'avait plus vraiment d'exigence. Donc l'Europe centrale semblait apaisée. Alors évidemment, il y a quand même eu des signes que l'histoire n'était peut-être pas totalement abolie, n'était peut-être pas totalement finie ailleurs. Il y a d'abord, ce qui est très embêtant, la Russie. La Russie qui a déclenché ou a résisté sur on ne sait pas trop quoi en Géorgie en 2008, puis qui ensuite n'a pas voulu se laisser faire sur l'Ukraine. Alors ça déplaît. Et Mme Merkel, ça lui a beaucoup déplu. Et puis il y a eu, évidemment, il y a eu les crises de l'euro, il y a eu la crise financière internationale. Ah, si seulement les Américains géraient bien leur monnaie.
Et puis, il y a eu les crises financières internationales, il y a eu la crise de la Grèce. Bon, on a résolu le problème. Les banques allemandes ont largement prêté à la Grèce. Quand la Grèce a été une deuxième fois endettée, on a failli la faire sortir de l'Union en 2015, enfin de l'euro, en tout cas de l'eurozone, mais non, finalement, on l'a maintenu. Et puis, de toute façon, comme on n'entend plus parler des Grecs et que Tsipras s'est couché, tout va bien. Le phénomène de médiogenisation de l'Europe du Sud sous le coup de l'euro. Vous savez, quand vous allez passer vos vacances en Toscane, quand vous allez passer vos vacances sur une île grecque ou aux Baléares, vous en apercevez pas vraiment. C'est pas. Puis de toute façon, si ces gens-là géraient bien leurs affaires, ils n'auraient pas ces problèmes-là. Ils ont qu'à faire comme nous, les Allemands. Bon. Et je crois que ça, il faut le voir. Il faut avoir ce. Je passe beaucoup de temps en Allemagne et j'ai vu ça très profondément. Avec la conséquence, c'est une dépolitisation profonde des Allemands. Ça peut expliquer aussi la montée du taux d'abstention. Et puis, c'est là que la crise des migrants représente un tournant. Elle représente un basculement. C'est le réveil de l'histoire. Et personne ne s'y attendait. Et d'ailleurs, les Allemands ont commencé par avoir une réaction profondément anhistorique. L'idée que tout était merveilleux, on allait ouvrir les frontières, etc. Enfin, si on ressortait aussi toutes les bêtises plus grosses que leurs auteurs qui ont été proférées lorsque l'on pourrait dire aux Allemands, vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelques représentants de l'État islamique qui se sont glissés dans les flots de réfugiés. Nous, on en a su quelque chose malheureusement en novembre 2015. Tout ça, non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et puis tout d'un coup, la dure réalité s'est imposée. Et au fond, Madame Merkel se trouve face à une Allemagne qui constate que l'histoire s'est réveillée. Avec ce cauchemar, Trump, élu président des États-Unis. Mais que s'est-il passé? Parce que les Américains sont devenus fous, etc., etc. Et donc, ça vous explique aussi, je pourrais y revenir tout à l'heure, la manière dont ils attendent beaucoup de Macron, parce que Macron, c'est le moyen d'assurer que l'histoire ne recommence pas, ou en tout cas pas trop vite. Mais il faut avoir ça en tête, et je voudrais insister sur ce point, c'est que c'est quelque chose de profond aussi dans la manière dont les Allemands envisagent l'Europe. Au fond, si vous regardez, depuis que l'euro existe, depuis le début des mandats de Mme Merkel en 2005, l'Allemagne a tout fait sauf exercer un leadership politique sur l'Europe. Ils pensent que l'Europe fonctionne par la norme, par l'éthique, par la monnaie, mais pas par la politique. Au fond, Madame Merkel, est-ce que vous pouvez me citer une seule décision politique qui relèverait d'une initiative pour l'Europe que Madame Merkel aurait prise? Elle a été obligée de trouver des solutions aux crises de l'euro. Elle ne pouvait pas faire autrement. Mais on sait que dans les années 2008, 2012, 2009-2012, le plus actif des deux partenaires, c'était Nicolas Sarkozy, qui essayait de trouver des mécanismes de sortie de la crise, mécanismes sans doute limités puisqu'il ne mettait pas en cause la zone euro. Mais malgré tout, le partenaire actif des deux, c'était Nicolas Sarkozy. Et en 2015, Mme Merkel a attendu le dernier moment pour essayer de trouver une solution à la crise grecque. Et un des problèmes de l'Europe aujourd'hui, c'est précisément ça, c'est que l'Europe est tout sauf une construction politique. Et Mme Merkel est profondément désemparée, par exemple, par le refus des partenaires européens d'accueillir des réfugiés, des migrants qui sont d'abord passés par l'Allemagne. Elle n'a pas compris pourquoi. Elle a protesté, mais elle n'a pas su trouver non plus la solution politique pour s'imposer sur ce sujet. Madame Merkel ne comprend pas l'hostilité croissante de la Mitteleuropa, de la Pologne, de la Tchéquie, de la Hongrie à son égard.
Madame Merkel ne comprend pas ce qui est arrivé aux Autrichiens d'élire un gouvernement, enfin des partis qui constituent un gouvernement conservateur et populiste, etc., etc. Et donc ça, il faut se rendre compte que cette absence de leadership politique contribue à aggraver la crise politique dans laquelle se trouve l'Allemagne. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent à propos de l'Europe, et les espoirs mis dans Macron sont sans doute exagérés de la part des Allemands. Mais en même temps, ce qui est très frappant, c'est que au fond, quand vous lisez l'accord préliminaire entre la CDU et le SPD, il y a beaucoup question de l'Europe, plus que dans les documents équivalents il y a 4 ans ou il y a 8 ans. Il y a beaucoup question de la France et du tandem franco-allemand, et c'est même mis au début. C'est le premier chapitre. Eh bien, à part la Frankfurter Allgemeine Zeitung, quasiment aucun média allemand ne s'est étendu là-dessus. Comme si pour les Allemands, ça n'avait au fond aucune importance pour l'opinion allemande dans ses profondeurs. D'ailleurs, on sait très bien que quand bien même elle deviendrait chancelière d'un gouvernement CDU-SPD, où le SPD pousserait à ce qu'il y ait un accord avec Macron sur une fédéralisation renforcée de l'Union européenne, il est probable qu'il y aurait des tas de blocages, à commencer par les chrétiens démocrates et les chrétiens sociaux, mais a fortiori le FDP en ferait un cheval de bataille. Donc ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête. L'Allemagne s'est dépolitisée. Je suis été un peu long là-dessus, mais ce n'est pas ce que vous lisez habituellement dans les médias, et je crois que c'est important d'insister dessus. Alors, ça m'amène à mon troisième point, et je pense qu'après on aura beaucoup de choses dont discuter. Quelle attitude pour la France face à ça ? Quand je disais que notre si jeune président a des idées si anciennes, c'est quand même frappant de voir que, au fond, Macron, après Hollande, après Sarkozy, après Chirac, après Mitterrand, au fond, n'imagine pas autre chose qu'une Europe structurée autour de l'axe franco-allemand. Il y voit même une planche de salut pour la réforme, pour sa politique de réforme. Moi, je suis assez sidéré de constater le décalage qu'il y a dans l'attitude vis-à-vis de la Grande-Bretagne et l'attitude vis-à-vis de l'Allemagne. Tant bien que mal, le gouvernement britannique, et c'est pas facile pour le Parti conservateur, est en train d'élaborer un nouveau consensus politique. Alors, Theresa May n'a pas réussi lors des dernières élections à avoir tous les électeurs de UKIP. Il y en a qui sont allés vers les travaillistes. Mais elle a fini par obtenir son accord avec Bruxelles. Il y a un gouvernement britannique. Il n'y a pas de gouvernement allemand depuis 120 jours. Et il y a surtout une chance historique pour la France, dont on a du mal à comprendre que l'actuel président français ne la saisisse pas. Paris pourrait être le médiateur entre Londres et l'Union européenne. Il y a une position politiquement extraordinaire à occuper. Macron n'en fait rien. Alors, il y a peut-être des discussions secrètes, etc. Mais connaissant les Britanniques, c'est au dernier trimestre 2017 qu'il aurait fallu leur envoyer des signes et faire preuve de solidarité active. Il n'en fait rien. Il reste obnubilé sur l'idée que, grâce à Angela Merkel, il va réussir à obtenir un renforcement de la zone euro, l'émergence d'un budget européen dont les contours soient plus prononcés, et qu'il va réussir à convaincre les Allemands à avoir une politique d'investissement plus active. Quand vous lisez l'accord préliminaire entre le SPD et la CDU, vous voyez que il y a les mots, mais sans aucun engagement. On parle d'investissement, on parle éventuellement, il y a beaucoup de conditionnels qui sont mis,
On parle éventuellement d'une politique d'investissement pour soutenir la croissance. Et puis, on parle largement de relancer l'Europe politiquement, etc. C'est une version très très édulcorée du discours de la Sorbonne, le discours que Macron avait fait sur l'Europe à la Sorbonne. Mais tout ça, ce sont des mots. Et comme je vous le disais à l'instant, l'opinion allemande n'a pas l'air d'être très émue par ce premier chapitre, comme si finalement elle se disait bah oui, c'est mieux d'avoir Macron, c'est bien parce qu'au moins la France à ce moment-là respectera ses engagements européens, en particulier budgétaires, et puis il faut encourager une politique de réforme qui ressemble à la nôtre, et puis de toute façon l'Allemagne, il n'y a pas grand risque qu'une autre politique économique et monétaire soit mise en place qu'il y ait un gouvernement CDU-SPD dans 2-3 mois, ou bien qu'il y ait de nouvelles élections. Donc au fond, il y a une très très forte illusion du côté français sur l'impact qu'aurait une relance du tandem franco-allemand. Cet impact sera extrêmement limité et n'aura vraisemblablement aucune retombée positive pour l'économie française, d'autant plus qu'on peut faire le pari que si il y a une entente franco-allemande, s'il y a un gouvernement allemand dans 2 mois et demi, et s'il y a ensuite une entente franco-allemande, l'euro remontera. La joie des marchés sera telle que l'euro remontera, et à ce moment-là, tout le très maigre bénéfice des réformettes de Macron sera immédiatement dissipé par les taux de change. Et ça, moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est que dans le document d'accord préliminaire, il n'y a rien sur la politique de change, il n'y a rien sur un système monétaire international reconstitué, alors même que le traité de Maastricht n'interdit en aucun cas les politiques de change. Si l'Union européenne voulait avoir une politique de change active, elle le pourrait. Mais l'Allemagne n'en veut pas. Hein, c'est un vieux débat, on en avait parlé déjà il y a quelques années. Donc, beaucoup d'illusions. Et surtout, imaginons qu'il y a un gouvernement conduit par Mme Merkel qui prenne un certain nombre de mesures. Les sommets franco-allemands reprendront un peu de leur lustre, il y aura une part de lyrisme. Bon, mais ensuite, ce gouvernement allemand sera extrêmement faible. Il représente, certes, 33 plus 20, 53% des voix, mais malgré tout, c'est beaucoup moins quand on le rapporte au taux de participation électorale ou au taux d'abstention. Et puis, l'autorité politique de Mme Merkel est d'ores et déjà très faible. On parle à mots couverts de son départ. Il est probable qu'elle ne puisse pas finir son mandat de 4 ans, si elle devenait chancelière. Il est très probable qu'elle ne voudra, pour durer politiquement, elle ne voudra prendre aucune initiative véritable sur le front européen, sur le front franco-allemand. Il est probable qu'elle continuera à faire ce qui est son jeu favori, qui est de ne pas décider jusqu'à ce qu'elle soit obligée de le faire. Et qu'est-ce qui l'obligerait, dans ce domaine européen, à prendre une décision drastique ? Peut-être une nouvelle crise de l'euro, peut-être un redémarrage de la crise grecque, peut-être des élections italiennes où Berlusconi et le mouvement 5 étoiles seraient tellement puissants à eux deux que l'euro en serait ébranlé. Peut-être, mais elle n'aura jamais l'initiative. Tout ça fait qu'on est dans une situation paradoxale. Macron donne l'impression finalement d'un véhicule enfin, la carrosserie est nouvelle, mais le moteur n'a pas été changé. Et surtout, il y a visiblement un GPS qui ne marche plus et qui dit simplement Berlin, Berlin, Berlin. Où vous vouliez aller, c'est Berlin. Bon. Le paradoxe, ça va être
se retrouver face à un gouvernement allemand faible, et il va manquer, vraisemblablement, n'osant pas faire de la peine à Madame Merkel, il va manquer l'occasion de complètement repenser les relations franco-allemandes. Aujourd'hui, la puissance politique va se trouver de plus en plus dans les Länder. Le système politique allemand va décider de plus en plus lentement. On va être très loin du Reich au sens qui pouvait faire peur en 1990. Ça va ressembler beaucoup plus au Saint-Empire romain germanique, si on veut prendre deux situations extrêmes, et à ces 360 États et principautés d'avant 1806. Donc on va être devant une Allemagne qui sera dans le compromis permanent, politiquement parlant, avec un gouvernement berlinois affaibli, des Länder puissants, et en même temps la constitution allemande ne donne pas aux Länder des prérogatives sur tout. Donc la politique des Länder consistera à faire en sorte d'améliorer leur compétitivité dans ce système d'émulation qu'est la République fédérale entre les Länder. Alors évidemment, les Länder du nord-ouest et du nord s'en tireront moins bien. Donc il y aura des chamailleries sans fin pour savoir si on fait encore des transferts financiers du sud vers le nord. Mais la vérité, pour vous donner un seul exemple, il y a quelques jours, les chrétiens sociaux bavarois tenaient leur séminaire annuel, leur séminaire de début d'année, et ils avaient invité Viktor Orban. Et ce qui était extrêmement frappant, c'était de voir l'entente parfaite. Il manquait plus que le chancelier autrichien, pour voir une entente parfaite entre la Bavière et son environnement austro-hongrois. La phrase la plus significative, je ne sais pas s'il y a une note qui a été envoyée à l'Élysée pour la faire remarquer. Moi, je l'ai écrit dans Atlantico, mais il faudrait une note diplomatique. C'est, de toute façon, la Bavière fait beaucoup plus de commerce avec la Tchéquie, la Hongrie et la Pologne qu'avec la France et la Grande-Bretagne. Donc c'est une façon à l'avance de dire on pourra bien faire toutes les simagrées qu'on veut avec Macron, ça fait plaisir à Angela, mais de toute façon, nous, nos relations économiques, elles sont là. Il ne cite pas l'Autriche pour ne pas pousser la provocation trop loin, mais c'est ça qui se passe en fait. La réalité, et donc les Länder vont agir en fonction de leur environnement. Alors oui, le Bade-Württemberg travaillera beaucoup avec l'Alsace, la Bavière travaillera beaucoup avec l'Autriche et la Hongrie, la Saxe sera très proche des Tchèques, oui, effectivement, mais c'est là que va se situer le pouvoir de décision, qui sera d'ailleurs un pouvoir de décision purement économique. Et d'ailleurs, je n'attends pas de ces dynastes allemands, je dirais, je n'attends pas d'eux qu'ils soient très généreux avec la France. Ils pourront être généreux avec les entreprises françaises si c'est leur intérêt. Donc il faudrait se mettre dans la tête que les relations se passeront autant au niveau régional. Il faut soutenir les régions françaises quand elles ont des relations avec leurs homologues allemandes. Elles se passeront largement au niveau régional. Et les relations gouvernementales bilatérales auront un impact limité. En fait, il ne faut pas le dire trop fort, peut-être, je ne sais pas, je suis en train de dire des horreurs, mais l'Europe appuyée sur le tandem franco-allemand, c'est fini. On s'en doutait bien déjà sous Hollande, mais là, c'est devenu éclatant, et d'autant plus que Macron est très volontariste. Mais c'est fini. C'est autre chose. On est passé dans une autre période. Alors je ne sais pas quelles conséquences ça a pour l'Europe. Je constate par exemple que l'Allemagne fait cavalier seul dans les relations avec la Chine et sur la route de la soie. Là, le patronat allemand il sait ce qu'il veut. Et les entreprises allemandes chassent en meute. Ils n'ont pas besoin de pouvoir politique pour ça d'ailleurs. Au fond, c'est pas grave qu'il n'y ait pas de gouvernement allemand depuis 120 jours.
Ça ne change rien. À mon avis, ça ne changera absolument rien au bilan des entreprises allemandes. Donc, quelles conséquences en tirons-nous? Le fait d'avoir, alors même qu'au départ, Chevènement avait bien préparé les choses pour Hollande auprès de Poutine, le fait même de s'être finalement couché devant la position de Merkel, comme Hollande l'a fait, et de ne pas avoir fait respecter les accords de Minsk, tout ça fait que c'est nous qui perdons beaucoup plus dans l'absence de bonnes relations avec la Russie. Quels sont nos choix? Qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce que notre intérêt n'est pas d'aller plus vers l'Europe du Sud? Est-ce que notre intérêt n'est pas beaucoup plus d'aller vers des politiques de stabilisation de la Méditerranée? Est-ce que notre intérêt n'est pas de nous affirmer comme un partenaire privilégié de la Grande-Bretagne après le Brexit? Est-ce que nous n'aurions pas intérêt à avoir de bonnes relations avec les États-Unis de Trump? Voilà des questions que devraient se poser les dirigeants français. Et au lieu de ça, je crains beaucoup qu'on soit pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, dans une espèce de nostalgie, et de nostalgie impuissante, ou d'illusion sur une relation franco-allemande qui, de toute façon, si elle marche correctement, ne fera que conforter l'Allemagne dans ce qu'elle a obtenu avec l'euro, à savoir de tuer la concurrence économique dans l'Union européenne. C'est ça que l'Allemagne a obtenu fondamentalement. C'est pour ça d'ailleurs que l'histoire était finie pour elle pendant 10 ans. Bon. Alors ensuite, l'histoire se réveille ailleurs. La Chine, la Russie, les États-Unis et bien d'autres la Grande-Bretagne sont en train de changer de paradigme politique, d'inventer un nouveau paradigme économique. L'Afrique s'éveille, il y a beaucoup de choses qui se passent. Notre intérêt, c'est vraisemblablement de jouer une réforme profonde des institutions européennes, de jouer une nouvelle politique économique et monétaire, de travailler beaucoup plus avec la Grande-Bretagne, de nous rapprocher de la Russie. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait imaginer. Mais tant que nous vivrons avec les lunettes virtuelles de l'amitié franco-allemande, nous risquons de ne rien faire. Voilà. Merci, au revoir.